Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live Humble Luck Ball concernant la migration du projet. Nous allons évoquer plusieurs points ensemble et je suis évidemment accompagné de Julien. Bonsoir à toi Julien. Bonsoir. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse effectivement faire déjà une... voilà, vous saluez tous effectivement qui sont actuellement sur le live et sur le chat. Je vois que vous êtes environ 23 personnes, donc c'est très bien, merci à vous. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer en fait directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le live, c'est un live communautaire. Littéralement, on a besoin de vous euh, pour que justement nous puissions mener notre projet à bien. Cela concerne effectivement l'avenir du projet, les prochaines étapes du projet que l'on souhaiterait vous présenter, les résultats aussi du testnet que nous avons effectué, ainsi que sa suite, puisqu'il y aura une suite au testnet, et tout simplement pouvoir vous donner vraiment une vraie guideline sur les prochaines grandes étapes, les prochaines grandes annonces du projet. Euh, donc voilà un petit peu pour résumer un petit peu ce dont on va parler ce soir. Mais effectivement, votre présence est nécessaire et je vous remercie de bien porter attention à tout ce que nous pouvons dire ce soir. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. Vous aurez effectivement un point Q&A à la fin de ce live. Donc on pourra en effet les garder sur le côté et puis pouvoir y répondre individuellement. Et évidemment, Camille est à disposition. Donc c'est la personne dans le chat qui a la couronne, pour pouvoir répondre à vos questions directement sur la live stream sur Twitch. Et sinon, n'hésitez surtout pas, nous sommes aussi présents sur les canaux Telegram. Donc si jamais vous avez une question, vous pouvez directement la poser sur Telegram et Camille pourra aussi vous répondre en conséquence. Euh, donc voilà un petit peu pour commencer, tout simplement. Yes, je pense, Tony, je t'invite à Bien aller sûr, sur la deuxième slide. On va peut-être bien parler un petit sûr, peu des topics de ce soir. bien sûr. Donc voici l'introduction effectivement de ce live stream. Donc effectivement, en effet, pour rappeler, on va faire le bilan du testnet qui a été fait sur Ethereum, sur la blockchain Rinkebuy. On va parler du constat et des problématiques actuelles que nous rencontrons, l'étude des solutions que nous pouvons apporter. Nous allons pouvoir procéder à un vote communautaire concernant ces solutions. Et ensuite, nous allons passer directement aux annonces voilà, que nous allons faire pour le projet. Nickel. Concernant le bilan du testnet, tout d'abord, je tenais vraiment tous à vous remercier. Merci infiniment pour vos participations. Nous avons effectivement aujourd'hui, nous sommes au 9e cycle, donc effectivement il va durer jusqu'après le testnet, je vais pouvoir le clôturer par la suite. Euh, mais le bilan il est extrêmement positif puisque nous avons pu confirmer que le protocole était viable. Nous avons pu confirmer effectivement que les cycles pouvaient s'ouvrir aux participations, pouvaient se clôturer exactement comme décrit dans le livre blanc. Nous avons pu émettre déjà des évolutions hein, sur les contrats intelligents qui régissent l'écosystème, qui du coup nous permet d'être très modulable en tout cas sur les modifications que nous pouvons apporter par la suite. Euh, Si par exemple nous trouvons une amélioration à apporter sur un des contrats, on peut le faire sans pour autant modifier le contrat principal Humble Lock Ball, qui lui permet aux utilisateurs, comme vous l'avez essayé par vous-même, d'envoyer des LBC pour participer à un cycle. Donc c'est une très bonne chose. Nous avons pu aussi confirmer que notre RNG déterministe était au point en termes de sélection des tickets élus à l'intérieur d'un cycle. Euh, Même si effectivement on pourra vous en parler après, nous avons déjà trouvé des améliorations à ce sujet, même si voilà, la RNG déterministe fonctionne. Euh, et aussi le système de coffre-fort, donc le fameux Volt, avec lequel vous avez pu recevoir vos récompenses de bloc en LBC et recevoir vos récompenses de cycle, pour tout simplement participer à nouveau depuis votre coffre-fort, euh, pour ensuite retirer éventuellement vos gains en LBC depuis le coffre aussi. Tout cela fonctionne à merveille, il n'y a aucune erreur. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer aussi sur les chiffres à droite, c'est qu'on a 286 transactions qui ont été effectuées sur le contrat intelligent HLB. On a en moyenne 38 utilisateurs par cycle, donc c'est excellent comme chiffre pour effectivement commencer avec comment dire, avec des données hexadécimales, rappelons-le, sans DAPP. Donc je vous remercie aussi hein, vraiment infiniment pour votre investissement. Ce qui a permis de générer malgré tout 257 900 LBC grâce à vos participations. Et au total, vous en avez pu en récupérer 27 681 de ces 257 900. Donc ça permet aussi d'avoir quelques premières valeurs euh, qui, euh, comment dire,
qui nous donne déjà une idée un petit peu sur la suite de comment va pouvoir opérer le mainnet, comment va pouvoir opérer aussi cette blockchain. Ça nous donne déjà, entre guillemets, voilà, des petites estimations. C'est comme un échantillonnage, mais je trouve qu'il peut être très intéressant, en tout cas, à constater pour la communauté. Et concrètement, voilà, pour conclure un petit peu sur ce bilan comment dire, pas non plus pour conclure, mais pour vous présenter un petit peu comment dire, en moyenne ce qui a été fait par les utilisateurs, c'est extrêmement positif. Maintenant, il y a effectivement des points négatifs que l'on a pu constater. Et effectivement, le gaz, les frais en gaz sont très élevés sur la blockchain Ethereum et sont de plus en plus élevés et surtout en correspondance en valeur en euros, en valeur fiduciaire. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'au niveau des fees élevés, en termes de participation, nous avons absolument optimisé la participation comme on le pouvait. Mais on a remarqué qu'à chaque LBC qui était misé, chaque LBC supplémentaire qui était émis dans le cycle, euh, représentait un coût en gaz linéaire supérieur. C'est-à-dire que si vous mettez un LBC, le coût de 2 LBC sera 2 fois supérieur, le coût de 3 LBC sera 3 fois supérieur, etc. Donc c'est quelque chose effectivement que nous avons pu constater et que nous avons pu trouver une solution. Et concernant les élections, elles peuvent être optimisées. On va pouvoir entrer dans le détail un peu plus loin dans ce live stream, mais en effet, c'est en tout cas ce que nous avons pu constater sur ces premières semaines de testnet. Concernant les points positifs, je pense que Julien sera plus à même effectivement de pouvoir de les présenter. Donc je te donne, euh, je te donne la voix, Julien, pour pouvoir Bien sûr, présenter ces. bien sûr. Alors, comme disait Tony, on s'est rendu compte grâce vos participations que déjà le coût en fait en gaz des participations, plus de LBC était misé dans un cycle, plus le coût de participation augmentait de façon linéaire. Ça donne une problématique qui pousse les gens à ne pas miser plus qu'un LBC. Et si on part dans l'optique que c'est parti sur le mainnet, et on a du coup trouvé une solution déjà pour modifier l'algorithme qui gère les tickets par cycle. On a aussi trouvé une autre amélioration. Là, elle correspond plus sur les statistiques et surtout les chances d'espérance par cycle par rapport au poids d'un utilisateur. Donc là, ça correspond plus l'équipe probabilité du système. Donc on a changé un petit peu l'algorithme, du moins l'équation mathématique sur laquelle s'est basé l'algorithme, pour s'assurer en fait de l'équiprobabilité entre les participants. Et ça a donné par conséquent une empreinte de ticket réduite. Ça se traduit par un coût en fait en gaz encore réduit pour l'utilisateur et nous derrière un coût de maintenance aussi réduit. C'est-à-dire sur les fermetures de cycle et sur les lancements d'élections, donc tout ce qui est en fin de cycle. Donc ça nous donnait en fait déjà quelques métriques, quelques retours pour pouvoir déjà optimiser à nouveau nos algorithmes. Ce qui nous a, par contre, ça nous a amené aussi à faire un constat sur l'Ethereum, donc sur la slide suivante. Un constat qui nous embête un petit peu avec la situation actuelle de l'Ethereum, parce que si on le met dans le contexte du mainnet, où les frais en gaz sont des frais réels, l'utilisateur doit s'affranchir de ces frais-là, on se rend compte que, surtout en période de congestion du réseau, on a des transactions ERC20 qui peuvent atteindre les 25 à 40 dollars. C'est quelque chose de bien trop important. Surtout quand on regarde à notre équilibre de participation récompense. Cet équilibre-là, il est assez touchy parce qu'un utilisateur, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez quand même pondérer le prix, les frais qu'il faut payer pour participer et le reward potentiel que vous pouvez récupérer. Et plus ces fees-là sont élevés, plus vous allez hésiter à vous dire si vous allez participer à PoE, parce que même si ça bénéficie la communauté, vous derrière, il faut que vous y retrouviez et que vous ayez en fait un reward en conséquence. Et si à chaque fois pour votre reward vous devez payer 25% de fees, bah, ça vaut pas trop le coup. Non seulement ça, mais nous derrière, le coût de maintenance sont limite exponentiels, surtout en vue en fait des participations grandissantes qu'il y aura pour les PoE.
et ce qui fait que pour nous, maintenir des smart contracts sur Ethereum avec, un nombre de participants, qui pourtant devrait être raisonnable, devient, impossible. Non seulement ça, mais tout ça pour nous est couronné par un changement de vision-valeur qu'on a ressenti, cette dernière année et demie, avec le projet Ethereum qui, malheureusement, nous convient pas. Parce que pour mettre dans le contexte, on a commencé, à vraiment travailler sur la blockchain Ethereum début 2020, en, se fiant à la roadmap d'Ethereum, surtout, la direction dans laquelle se dirigeait le projet et malheureusement, on a l'impression que, bah, les valeurs que prônait Ethereum, qui était notamment normalement être une blockchain pour pouvoir, hoster un écosystème de services, elles commencent à diverger, notamment peut-être dû au fait qu'il y a un petit problème de transition retardé sur le nouveau consensus et du coup, on va je pense voir sur la prochaine, voilà, la prochaine slide pardon. On voit en fait que ça apporte plusieurs problèmes, ces fees-là. Pourquoi ces fees sont aussi importantes? Déjà, en plus, on peut le voir avec le dernier hard fork qu'il y a eu. Ben, ça a été l'EIP qui a été proposé, normalement, voulait cut les fees en 2 en attribuant la moitié des fees aux mineurs et en burnant le reste. Quelle était la conséquence? Bah, les mineurs, ils demandent grosso modo 2 fois plus en fait, de frais. Là, on peut le voir sur Etherscan, quand on pouvait voir, avant, cette mise à jour, où on était des fois à des 30, 35, en Gwei. Là, on est à, on est à quoi? On est à 75. Si on regarde là maintenant, on est quasiment au double, quoi, ce qui est logique et alors ça après, c'est peut-être pas confirmé, mais nous on se pose des questions. On a eu aussi des retours où on se demande si pendant cette période de transition, quand elle reste en POW, cet Ethereum ne se transforme pas en store of value. Et ça malheureusement, intrinsèquement, c'est incompatible avec, une blockchain qui se veut blockchain de service. C'est nous derrière, le coût de maintenance, il est directement impacté par cette décision et il rend des solutions qui normalement devraient pouvoir être scalables, impossibles à opérer et hem et gros doute aussi qu'on a, parce qu'on avait fait un petit peu un pari sur la techno aussi. On avait fait un pari sur, le changement, la transition de consensus. Donc qu'Ethereum passait sur un consensus proof of stake. Et ça, là on l'a vu, hein, c'est encore, nébuleux. Il y a eu des deadlines qui sont un peu sortis, des roadmaps qui ont été updatés constamment. Si on regarde un peu les articles, personne ne se met d'accord sur quand est-ce que va se faire POS. Si on regarde sur, Ethereum Foundation, eux ils disent que ça va maintenant être du Q1, Q2 2022. Ben, voilà quoi, on n'a aucune garantie et nous derrière, on peut pas laisser vous déjà dans les utilisateurs, en stand-by pendant autant de temps et de 2 risquer de, partir sur du store of value et finalement impossible de lancer le projet. Donc ça, c'est grosso modo le constat qu'on a fait sur Ethereum. Et je me permets de rajouter aussi qu'il y a une vidéo on va dire assez récente quand même de Vitalik Buterin euh, qui dit clairement effectivement aux personnes présentes que ce qu'il recherche à faire c'est de faire monter le prix de l'Ether à 1 x 5 x 6 de sa valeur actuelle et c'était quand il était évalué aux environs de 2000 euros. Donc clairement, effectivement, ce qu'il recherche, Vitalik Buterin, et ce que recherche effectivement un petit peu, je pense, cette blockchain aujourd'hui, c'est de maximiser quand même cet aspect store of value que dorénavant l'Ether obtient. Surtout avec le dernier EIP, juste pour rappel, le 1559 permet effectivement d'avoir un burn qui est orchestré au niveau du coup des blocs générés par la blockchain. Et aujourd'hui, le burn est supérieur, par exemple, aux Ethers générés. En tout cas, il y a eu des Mais phases c'est effectivement même où pas c'était que ça, supérieur. c'est même au niveau des Bien TX sûr. directement, donc c'est même pas que le bloc. Non, non, bien sûr, exactement. C'est surtout aussi au niveau des transactions directement. Donc, c'est vrai que, voilà, pour tous ces aspects, on constate que Ethereum, malheureusement, ne convient plus avec ce qu'on avait imaginé initialement, en tout cas de cette blockchain, en pariant effectivement sur la proof of stake, comme tu le disais, clairement, Julien. Et Voilà. je pense que ce qui nous amène, je passe à la prochaine slide, c'est au niveau des solutions. Puisqu'en Mmh. effet, donc ces dernières semaines, grâce à Julien aussi, évidemment, qui
qui a travaillé vraiment en R&D de manière très intensive sur toutes les solutions qui pouvaient s'offrir à nous dans le monde de la blockchain. Je pense qu'aujourd'hui tu peux être à même de proposer deux solutions qui sont extrêmement solides. Et je me permets tout simplement de te laisser, si tu veux, soit passer à la prochaine slide, soit faire une prémisse un petit peu de ce que tu vas pouvoir annoncer. Je t'en prie. Exactement. Bah, je vais sur la prochaine slide. J'ai déjà vu sur le chat qu'il y en a certains qui ont qui ont annoncé ça sans Layer 2. Donc oui, en effet, hein, il y a 2 solutions qui s'ouvrent à nous. Une solution Layer 2 qui serait Polygon, donc c'est vrai anciennement Matic, que je vais décrire un peu plus bas, et une autre solution qui est, un peu plus, qui demande une migration peut-être un peu plus forte, mais qui ouvre des perspectives très intéressantes, qui serait Avalanche. Avalanche, dont notamment, la seed chain d'Avalanche pour, le 1.0, et je vais décrire ça peut-être un peu en bas, mais je vais commencer d'abord par décrire Polygon et ce qu'on a regardé. Donc sur la slide suivante. Donc en fait, on a d'abord fait, un peu, l'état de l'art, et on a pesé, les avantages et les inconvénients. Donc d'abord pour Polygon, si je peux lister les avantages, déjà non, c'est un layer 2 pour Ethereum, donc derrière l'intégration, elle est, quasiment seamless. C'est juste qu'il va y avoir un bridge, déjà d'un qui est facilité par les smart contracts de Polygon, et de 2, qui est assez simple à mettre en place. Pour les utilisateurs, il n'y a pas besoin de faire de migration d'assets non plus. Ça peut, ça peut permettre en fait de ne pas effrayer de potentiels utilisateurs qui pourraient se dire: «Ouais, moi j'aimerais rester sur Ethereum, en plus, j'ai investi sur Ethereum donc je reste dessus». Niveau TPS, c'est pas mal. On est du 7200, attention, c'est 7200 benchmark, limite théorique, sur le high throughput. Mais pour avoir testé, ça reste pas trop mal non plus. Derrière en même temps, si je dis pas de bêtises, ils ont fait en gros, ils ont fait un fork du Plasma Bridge où ils ont intégré leur POS. Donc c'est normal que c'est bien plus rapide qu'Ethereum. Et les coûts de transaction aussi sont super bas. Donc pour vous, utilisateurs, c'est assez intéressant parce que vous savez plus à vous soucier de combien je dois payer par transaction, mais si je participe, ça me coûte combien? Si j'échange mon asset, ça coûte combien? Donc déjà ça, je pense que ça peut, vous apporter un peu de sérénité. Et un autre, avantage qui n'est pas négligeable, c'est le block gas limit. Donc vous connaissez, je pense tous les gas limits par transaction, que vous définissez vous, qui est en gros, l'argent que vous avez dépensé en gaz au maximum si votre transaction elle aboutit pas, ou enfin si elle est en loop infini ni quoi que ce soit. Là, il y a aussi un gas limit par bloc parce que du coup, bah, faut pouvoir les feed dedans, les transactions, et ça demande en fait des ressources aux mineurs ou aux validateurs, et il a 20 millions sur Polygon. Donc ce qui est, vachement bien parce que de mémoire en fait sur Ethereum, c'est il est à 12 millions 5 ou 12 millions 4 en ce C'est ça, moment, c'est 12 si je dis pas de bêtises. 450 000, ouais. Ouais, voilà. Et évidemment, ça demande une migration qui est assez légère. Donc comme je l'ai dit, ça vous intègre directement en wrappant, le LBC sur Polygon pour tout ce qui va être, transactions et POE. Mais derrière, vous avez en pegged 1.1 vos LBC sur la blockchain Ethereum. Heu, donc voilà, mais ça m'amène aussi, c'est pour rebondir, sur la slide suivante Alors si au je peux juste me permettre, Julien, ouais, je pense que ouais. je vais juste rajouter une information pour tous ceux qui nous écoutent, justement par rapport à cette block gas limit, puisque c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, un des constats du testnet. Il faut savoir que sur Inkeby et sur la blockchain Ethereum, donc c'est 12 450 000 de block gas limit qui nous impactent nous pour la maintenance des cycles. C'est-à-dire que pour nous, pour fermer un cycle, nous sommes obligés de rester sur cette block gas limit pour qu'elle puisse s'effectuer. Donc c'est-à-dire que nous sommes obligés d'avoir, de trouver en fait un bon équilibre sur les participations à l'intérieur d'un cycle, sur les computations qui seront nécessaires à l'intérieur d'un cycle. Donc c'est pour ça qu'en effet cette question aussi de solution est très très importante. Donc c'est-à-dire que la solution pour le mainnet, je le rappelle. Euh, donc c'était simplement effectivement pour vous donner cette information-là par rapport au bloc gaz limite qui nous importe. Voilà, je pensais que c'était juste Voilà. important, Julien, et je me permets du C'est coup de important, non, passer je suis d'accord, je suis d'accord. sur la prochaine slide pour les points Ouais, négatifs. prochaine slide. D'ailleurs, je vois quelqu'un, MG75011, qui indique donc pas besoin de transférer une nouvelle BC et de payer de frais de gaz énormes. Alors ça, je le mentionne dans les moins, dans les négatifs. D'abord, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une conciliation quand même de deux blockchains, même s'il y a un bridge qui permet de passer data d'une blockchain à une autre. Il faut pas oublier que les assets, eux, natifs, restent sur Ethereum.
Ce qui est normal parce que, sinon, je pense qu'on amènerait une grosse faille de sécurité si on n'avait pas, la gestion, du ERC20 comme il est actuellement en contrat sur Ethereum et qu'on faisait tout sur un wrapper avec un espèce de contrat black hole, sur Ethereum. Donc malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est les transactions ERC20 sur Ethereum, ça résout pas le problème. Derrière, même si sur la PoE et que vous pourrez récolter des rewards dans votre safe de PoE qui sera en wrapped, derrière vous, si vous voulez gérer vos coins nativement et vendre des coins, même si vous voulez utiliser par exemple un DEX sur Ethereum ou plus tard un CEX, ben, vous allez payer les frais d'Ethereum, quoi. Et malheureusement, c'est un des points en fait qu'on ne veut pas. Je viens de voir pourquoi pas aller sur BSC, parce qu'en fait, on veut avec un Block Ball un projet qui n'est pas gouverné, donc si on va vers une solution qui a des validateurs, en limite POA, ça nous va pas trop, quoi. 3e point, le backlash aussi avec Ethereum 2.0. Problème qu'on a avec ça, c'est que vu que c'est un layer 2 et qu'il sert que à, régler les problèmes de l'Ethereum actuel, bah, quand Ethereum passera en 2.0, on ne peut pas déjà prévoir l'avenir de Polygon. Est-ce que ça va être une blockchain juste pour des services legacy? Est-ce que, dès qu'il va passer en 2.0, bah, il va plus servir à rien et qu'on va devoir migrer dessus et du coup, nous, on va avoir des problèmes? Avec les services dessus. C'est sur une solution qui est moyen, plus long terme, ça peut mettre à risque. MG75011, pas sûr d'avoir compris ta réponse. En gros, si tu veux, quand tu utilises un layer 2, par exemple, là, comme Polygon, si on veut, nous, traiter des informations sur le blockchain Polygon, on va devoir créer un wrapped asset. Donc en gros, c'est comme une référence de votre actif numérique sur Ethereum, mais qui peut être utilisé sur Polygon. Mais derrière, le vrai actif, il est séquestré par un contrat en fait sur Ethereum. Et une fois en fait qu'on dit on veut récupérer grosso modo ces LBC sur Ethereum, on burn le wrapped asset et on récupère en fait, on libère le LBC. Le LBC sur Ethereum. Et du coup, quand vous voulez faire l'échange ensuite de votre LBC qui est sur la blockchain Ethereum, vous payez les frais de transaction de la blockchain Ethereum, quoi qu'il en soit. Donc c'est pour ça que ça ne règle pas le problème sur les TX ERC20. Donc voilà, ça c'est pour Polygon, grosso modo, ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié. Pour la prochaine slide, ça concerne plutôt la solution Avalanche. Voilà. Donc les points positifs, on est en 4500 TPS en benchmark, c'est pas mal. Donc ça aussi c'est encore, un peu en condition, optimale, donc faut prendre ça avec un grain de sel, mais ça reste bien, bien plus élevé qu'Ethereum. Les coûts TX sont bas. J'ai pris juste pour un simple send sur Seedchain avec en dynamic fees, je l'ai mis au plus bas, mais grosso modo, c'est avec le prix actuel, ça coûte à peu près 5 centimes de dollar, donc ce qui est largement plus gérable que les transactions Ethereum. Surtout qu'une migration sur Avalanche, c'est vu qu'ils utilisent aussi le même système, en gros, sur la Seedchain, ils ont une VM EVM. Les outils utilisés pour vous peuvent être les mêmes. Donc, vos wallets, vous pouvez les utiliser si elles sont compatibles Avalanche. Et si vous utilisez une extension type MetaMask pour interagir avec une DApp, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser. Donc, c'est pas trop mal pour vous. Quelque chose qu'on a vraiment apprécié avec le projet Avalanche, c'est leur philosophie. Notamment, il y avait une phrase qu'ils ont utilisée, qui est que pour eux, il n'existe pas une seule blockchain qui peut répondre à tous les problèmes. Mais il faut savoir en fait créer un système qui permet de faire coexister toutes les blockchains parce que je suis plutôt d'accord avec ça, c'est qu'une blockchain répond à un business case ou à une problématique, mais faire une blockchain common purpose pour répondre à toutes les problématiques, ça me paraît un peu compliqué à mettre en place. Et leur système, eux, c'est de dire en fait que eux font des réseaux de réseaux. Et dans ces réseaux de réseaux, tu as une database blockchain que tu peux utiliser, concilier ensemble. Bref, le système est vachement sympa. Et du coup, ça me permet d'avoir des transactions du LBC natif à bas coût, vu que le LBC existerait sur le projet Avalanche, donc sur un des réseaux d'Avalanche.
on bénéficierait en fait des coûts de transaction d'Avalanche qui, comme je le répète, sont assez faibles. Et il y a quelque chose qui nous a vraiment intéressé en termes de perspective avec ce projet, c'est qu'on a brainstormé un petit peu et on a une possibilité de faire ce qu'on appellerait une phase 1.5. Donc, vous connaissez la phase 1.0 qui serait d'avoir le service PoE, du protocole PoE sur une blockchain qui supporte des smart contracts, pour ensuite que nous puissions développer en 2.0 une blockchain native, où là, on aurait carrément un consensus PoE qui permettrait surtout de bénéficier du protocole pour avoir des TPS ultra élevés et ouvrir un système aussi de type EVM de blockchain de service. Eh bien, en fait, avec Avalanche, il y a possibilité de créer des custom blockchains sur des custom subnets et que nous ayons en fait des validateurs de réseau type NPOS pour créer une blockchain sur Avalanche en NPOS plus PoE. Et ça nous pourrait nous donner en fait la transition parfaite entre le 1.0 et le 2.0. Comme ça, vous auriez un consensus NPOS plus PoE sur Avalanche pour amener vers un consensus PoE en blockchain native. Et tout ça, évidemment, de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'ait pas d'oracle ou qu'on n'ait pas de gouvernance quelle qu'elle soit sous-jacente. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle non plus, donc il y a quelques petits points négatifs Je me sur permets la juste, slide Julien, suivante. je me Ouais, permets juste, Julien, simplement pour avertir aussi les utilisateurs qui nous écoutent. La NPOS, effectivement, comme tu disais, donc c'est de la Nominative Proof of Stake. Et il faut savoir que c'est un petit peu le système sur lequel on a brainstormé initialement, lorsqu'on a imaginé la Proof of Entry, comme étant notre CCT, donc qui est disponible aussi, qui est lisible en tout cas sur le livre blanc. Et c'est avec cette blockchain en fait 1.5, ça nous permettrait effectivement d'avoir ce système-là de CCT entre guillemets sous-jacent, grâce justement au validateur de la blockchain. Donc je ne sais pas si effectivement, voilà, je pense que c'est pour que les utilisateurs aussi puissent avoir une meilleure idée de ce que peut donner en fait cette solution-là, c'est-à-dire qu'on se rapprocherait vraiment en tout cas de notre objectif initial. De, bien voilà, sûr. ça nous, voilà. Mais effectivement, je mets la slide suivante pour les points négatifs. Ouais. Donc ouais, sur les points négatifs, donc on a noté deux points négatifs finalement. Une migration qui est plus importante, parce que là, on n'est pas en layer 2, donc on passe sur une autre blockchain, donc c'est un autre réseau et même s'il y a un bridge existant, c'est un bridge bêta et ça correspond pas du tout à un use case, c'est un bridge en fait encore une fois, de wrapping de RC20 et surtout qui sont whitelistés et c'est en si je dis pas de bêtises, c'est en bêta. Donc nous, si on veut vraiment s'assurer que le la coin elle soit pérenne, il faut qu'on mette nous en place notre propre solution. Donc j'ai déjà brainstormé dessus, hein, déjà une solution évidemment, mais ça demande un peu plus de travail pour mettre ça en place, parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, que ce soit simple d'utilisation et que derrière en fait, il n'y ait pas d'altération, que ce soit de la tokenomics ou que ce soit en fait du total supply circulating et qu'on n'ait pas de souci quoi. Et un deuxième point un peu plus contraignant, quoique ce n'est pas non plus rédhibitoire, ce serait le bloc gas limit sur la chain qui est de 8 millions, 8 millions par bloc. Donc ça, là on perd un petit peu, quoi, on perd un tiers par rapport à, pardon, par rapport à la blockchain Ethereum. Mais vu que derrière on a bossé sur encore plus d'optimisation, notamment sur les participations et aussi sur une optimisation de la RNG pour qu'elle ait, en gros, quand on utilise son utilisation de la RNG qui a un coût divisé par 16 avec une manipulation du nombre généré, on peut peut-être concilier en fait encore ça, on va faire quelques petits tests, mais il y aura pas trop de soucis en termes de scalabilité pour votre utilisation à vous. Mais voilà, du coup, c'est grosso modo les 2 points négatifs qu'on pourrait noter, quoi. Et ce que je Je me vois permets, une question. justement, Ouais, Julien, je te vas-y. laisserai lire la question, mais je vais juste me permettre de rajouter un petit point vis-à-vis effectivement de ce bloc gas limite de 8 millions, donc qui est inférieur actuellement à celui de la blockchain Ethereum si on devait passer sur Avalanche. Je tiens juste à préciser à tous les utilisateurs là encore que ce bloc gas limite de 8 millions, il ne serait
contraignant, entre guillemets, que sur le mainnet que l'on va appeler du coup 1.0. C'est-à-dire le mainnet que nous avions initialement prévu sur la blockchain Ethereum, mais qui va devoir passer potentiellement du coup sur la blockchain Avalanche. Concrètement, ce que ça veut dire pour vous, utilisateurs, ça veut dire qu'il y aura des participations qui seront restrictives. Contrairement à une blockchain 1.5 que nous pourrons faire sur Avalanche, où là vous pourrez envoyer techniquement comment dire, un montant en LBC que vous souhaiteriez par cycle, que vous ayez un petit peu plus de liberté, il faudra prendre en compte que sur le mainnet 1.0 sur Avalanche, nous devrons limiter les participations. Ce n'est pas une grande restriction, mais simplement à savoir, et il faut savoir aussi que ce mainnet sera d'une durée suffisamment, entre guillemets, en tout cas relativement courte, par rapport à l'arrivée potentielle justement de la blockchain 1.5, sur laquelle Julien en effet a d'ores et déjà, on va dire, brainstormé, fait de la R&D dessus, et sait effectivement que c'est atteignable. Donc voilà, je me permettais juste de pouvoir renseigner nos utilisateurs par rapport à ça. Bien sûr, j'ai lu du coup. Si je comprends bien, l'idée serait d'aller encore plus loin dans le testnet avant que vous démarriez la R&D pour faire une blockchain native. Est-ce que ça voudrait dire que la prochaine phase R&D serait plus courte ou autre avantage? Donc exactement, la prochaine phase R&D serait plus courte parce qu'on aurait déjà en fait une transition, plus qu'à moitié d'ailleurs, vers un consensus. Les autres avantages, c'est que vous derrière, vous n'avez pas besoin de faire de transfert, je veux dire une autre migration encore d'assets. Vous pourrez rester directement sur la blockchain, sur la blockchain, d'Avalanche. Derrière, vous pourrez tester grosso modo tous les avantages qu'il y aurait du consensus sur une blockchain déjà existante, sans avoir de potentiel en fait, besoin d'une grosse phase de testnet pour la blockchain native 2.0. Parce que, la raison aussi de pourquoi on est parti sur un 1.0 au tout début, c'était pour, la plus grosse raison, c'était pour des raisons de sécurité. On voulait pas en fait, plonger directement dans une blockchain native et avoir à gérer, 300 000 trucs, donc c'est-à-dire, développement du protocole, mise en place, études algorithmiques, plus gérer, une toute nouvelle blockchain avec les potentielles failles de sécurité, tout ce qui est à mitiger, maintien, fork, tout ça. Ça nous paraissait beaucoup trop, donc on a préféré segmenter ça en plusieurs phases, et cette phase 1.5 permettra notamment cette transition beaucoup plus facilement en 2.0 et du coup d'amener une phase 2.0, donc native, plus rapidement que de se lancer directement sur cette phase 2.0. Si migration sur Polygon ou Avalanche, quel est l'impact pour nos investissements initiaux? Ouais, là, je Alors, peux, ouais, c'est comme tu veux, je peux y répondre aussi. Vas-y, je te laisse parler. OK, OK. Alors l'impact pour vous, il est quasiment nul. C'est-à-dire que dans tous les cas, la migration, sur, ces 2 blockchains sera fait en 1-1. La seule chose qu'il faudrait voir, c'est que, pour une migration, vous allez devoir faire une opération quand même sur, un smart contract. Donc vous devrez payer, le prix d'une transaction. Mais à part ça, derrière, vous n'avez aucune perte de LBC. Vous retrouvez, intégralement, en fait, tous les LBC que vous avez récupérés, sur vos investissements initiaux. Et évidemment tous les frais, en fait, sur les autres blockchains, c'est HLB qui paiera ces frais. Vous n'aurez pas à payer 2 fois les frais de transaction. Juste celui, en fait, qui permettra à nous, sur un smart contract qu'on va créer, de séquestrer, ces LBC-là et à nous d'envoyer l'information sur l'autre blockchain pour que vous récupériez ensuite ces LBC, sur votre toilette. Alors, Mais, à pardon. savoir quand même que sur Polygon, par contre, la migration est quand même plus légère, donc il n'y a pas d'histoire de transfert non plus de LBC complètement de blockchain à blockchain, mais de séquestration pour récupérer un wrapped token. Si vous le voulez, sinon vous le gardez en fait sur Ethereum, hein, c'est juste pour utilisation de la l'APE. Après, je me permets aussi de rajouter sur cette question, effectivement, IL65, concrètement, l'impact pour moi, qui peut imaginer aussi sur le long terme, en termes de perspective de communication du projet, ne peut être que bénéfique par rapport à votre investissement initial, pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'on remarque un des freins principaux à l'acquisition du LBC, outre le fait que le projet est encore en production, c'est évidemment Uniswap et les frais de swap. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la blockchain Avalanche, nous passerons du coup par Pangolin.
qui sera un DEX qui permettra en effet comment dire, de participer à une IDO qui est toujours en cours. On pourra switcher cette IDO d'Uniswap vers Pangolin. Et ça va pouvoir nous permettre d'avoir davantage d'utilisateurs à l'intérieur de l'écosystème, d'avoir davantage de LBC en circulation et d'avoir plus facilement accès tout simplement en fait au LBC. Donc je pense que Avalanche aussi, non seulement en termes de techniques d'avenir pour notre projet est bénéfique, mais aussi pour nos utilisateurs en termes de participation, mais aussi en termes d'investissement vis-à-vis justement de la tokenomique et de la valeur du jeton. Donc je tenais simplement aussi à rassurer que bien évidemment, quelle que soit la solution entre Polygon et Avalanche, il n'y a aucune perte possible. C'est-à-dire que, évidemment, je tiens à le rappeler, le LBC a été backé par vos investissements lors de l'ICO. Donc c'est-à-dire que et nous avons mis toutes les comment dire, toutes les sécurités en place pour ne pas qu'il y ait de potentielles ventes inférieures au prix ICO, actuellement en tout cas sur l'IDO. Euh, mais voilà, c'était simplement pour répondre peut-être davantage à cette question. Bien sûr. Je vois quelqu'un aussi qui a demandé si on a étudié Atom, donc j'imagine Cosmos en fait, le projet Cosmos, qui ressemble aussi à Avalanche quand même dans la philosophie. Je dois dire quand même que on est parti sur Avalanche, enfin sur Avalanche, sur une possibilité d'Avalanche, parce que ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire en termes de valeur et tout ça. Par contre, ça veut pas dire que Cosmos est une mauvaise idée en soi, hein. C'est juste que dans l'étude en fait là qu'on a fait d'Avalanche, ça répond à ce dont on a besoin actuellement et surtout pour, le plus long terme. Voilà, donc le prochain et juste MG 7501 devra payer des frais pour une transaction, des frais de gaz. Juste pour la transaction de migration, ça va juste être une transaction sur un smart contract et qui va pas, demander énormément de gaz, hein. Ça va vraiment juste être demandé grosso modo au smart contract: «Séquestrez-moi les LBC» et le smart contract lui va se débrouiller pour bridger l'information et transférer les LBC sur l'adresse en fait, sur une autre adresse de wallet qui récupérera les nouveaux LBC natifs. Sur Avalanche. Hem, du coup, Tony, je pense qu'on peut procéder peut-être C'est aller sur la parti, prochaine slide et au procéder au vote, vote. tout simplement. Donc là, je vous propose de vous diriger vers Telegram, sur le chat officiel. Je vous propose effectivement de voter. Alors, je pense avoir fait malheureusement un vote anonyme. Je reviens tout de suite sur ma décision. Je vais faire un vote non anonyme. Comme ça, effectivement, on pourra voir aussi le vote de chacun. Je vais vous demander un tout petit instant. J'avais préparé ça sur le côté. C'est parti. Donc, je vous propose de voter. Je vais mettre effectivement un message épinglé. Et effectivement, je voulais souhaiter. Moi, j'ai personnellement mis un vote, évidemment aussi. Alors, effectivement, Edgy Lofic, du coup, bye bye Ethereum. Voilà, peut-être que si tu nous rejoins, voilà, les premières slides l'expliquent très bien, mais en effet, nous avons beaucoup de raisons qui, qui, qui nous portent en tout cas vers ce choix. Si on part sur Avalanche, le consensus arriverait plutôt tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, je tiens à préciser que nous avons quelques personnes dans le chat qui suivent quand même Avalanche de près, nous avons pu remarquer. Donc je pense effectivement que des personnes sont ravies en tout cas de notre potentielle prise de décision. Mais on voulait vraiment vous laisser le choix puisque les deux sont en soi viables au titre du protocole. Euh, les deux ne nous empêchent pas de travailler sur l'objectif final qui est euh, tout simplement ce consensus de preuve d'entrée. Mais en effet, voilà, ils présentent chacun des avantages comme des inconvénients. Le seul gros avantage pour rappel, le gros inconvénient pardon, pour Avalanche pour rappel, c'est simplement que c'est une migration qui se dit être plus forte. C'est-à-dire que ça vous demande en effet de vraiment faire la migration entière entre Ethereum et Avalanche. En soi, c'est pas si difficile, c'est simplement que ça prend forcément un peu plus d'efforts que si c'était sur Polygon, concrètement. Enfin, je veux juste préciser, ça demande plus d'efforts, surtout aussi pour nous, hein, de développer ça, pour Bien s'assurer que tout sûr, marche bien. Parce que derrière c'est vous, sûr. vous aurez une DAPP avec un bouton, vraiment un bouton pour migrer vos LBC. Vous n'aurez pas plus à faire. Pas de Exdata, pas de trucs, cryptiques, hein. Je vais revendre mes AVAX pour du LBC.
Vous pourrez le faire sur Pangolin, du coup. Ça sera potentiellement bientôt disponible. Alors, je pense que le vote est suffisamment unanime. Je vais me permettre de remarquer qu'actuellement, vous êtes à 86% pour Avalanche, même 87 dorénavant, avec voilà, une trentaine de votes, 31 votes au total. Pardon. Euh, donc en effet, Avalanche semble être la solution. Alors justement, IJ Lofik, acheter des LPC sera toujours avec de l'Ether. Si nous passons sur Avalanche, ce sera avec de l'AVAX. AVAX qui est le coin natif de la blockchain Avalanche. Et ça pourra se faire sur une plateforme décentralisée qui est similaire à Uniswap, mais qui s'appelle Pangolin sur Avalanche. Je lis juste ce que dit Bien sûr. Nanardo29. Perso, je n'utilise pas Avax, mais je connais bien Polygon et l'exchange QuickSwap. Je peux en dire que du bien, je préfère un L2 plutôt que de partir sur Avax pour peut-être retourner sur ETH dans 1 ou 2 ans quand les problèmes de fees seront réglés. Je comprends parfaitement ce statement. Mais en fait, ce que je souhaite en fait pointer du doigt, c'est que là, aujourd'hui, ce qu'on recherche pour le 1.0, c'est vrai, c'est de meilleurs TPS et surtout des transactions beaucoup plus abordables pour les utilisateurs. Des transactions de fees, hein, évidemment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, nous, ce que ça nous ouvre comme possibilité, c'est ce 1.5 et une fois qu'on a cette phase 1.5 avec la blockchain sur Avax, on n'a plus besoin de dépendre du node blockchain. Parce qu'on aura vraiment une blockchain indépendante de HLB. Donc dans 1 ou 2 ans, on aura déjà cette blockchain en 1.5. Vu que le but de HLB n'est pas de dépendre ad vitam aeternam d'une blockchain sous-jacente, mais de proposer son consensus à lui pour répondre en fait aux problématiques qu'on a citées en fait surtout à la genèse du projet, qui sont les problèmes de consommation énergétique, les problèmes de TPS aussi qu'il y a, et les problèmes surtout de Gouvernance. disparité en termes de reward par rapport à un utilisateur qui arrive au début et une personne qui pourrait arriver plus tard. Ce qu'on voulait, c'est vraiment voilà, une accessibilité au reward pour les utilisateurs aussi. Je me permets tout simplement de vous annoncer que la majeure partie, en tout cas, de notre communauté euh, a d'ores et déjà, en tout cas, la majeure partie, en tout cas, des participants de ce live, et bien évidemment, nous allons pouvoir laisser ce vote actif jusqu'à, je pense, dimanche soir. Mais actuellement, nous remarquons qu'effectivement, à 89%, vous êtes pour Avalanche. Je pense qu'il sera potentiellement plus difficile comment dire, de revenir sur Polygone. Si ça avait été en effet un 40-60%, ça aurait pu être à débattre. Mais là, vous êtes effectivement pratiquement 9 sur 10 à voter pour Avalanche. Alors, ce que je vous propose, c'est que euh, nous avions quand même un peu prévu cette possibilité. Donc maintenant, on va pouvoir vous annoncer effectivement ce qui va se passer par la suite. Puisqu'en effet, Bien sûr. voilà, Humble Ball va migrer sur Avalanche. Nous allons effectivement orchestrer cette migration. Nous allons pouvoir vous en expliquer les principes. Euh, Nous allons pouvoir vous en expliquer effectivement voilà comment dire, les étapes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Julien, ou si tu veux que je passe directement. Non, parce que là, en fait, on attendait quand même le vote pour savoir si on partait sur une solution ou sur l'autre. Donc là, vu que ça pèse vraiment en faveur d'Avalanche, je pense qu'on fera aussi un autre live pour plus expliquer comment ça se passe pour l'utilisateur, même si je l'ai un peu Bien sûr. résumé. D'ailleurs, la prochaine slide qui explique un petit peu comment, enfin vraiment de façon vulgarisée, comment ça va se passer. Mais grosso modo, je sais pas si tu passé sur la prochaine slide, super. Si, tout à fait. Ouais. Un utilisateur pourra envoyer ses LBC à un smart contract spécial de HLB, qui sera un contrat de migration. Ce contrat-là, en fait, va séquestrer définitivement ces LBC-là. Et on aura un système de bridge qui va pouvoir en fait communiquer à une adresse Avalanche que vous aurez indiquée dans votre transaction. Donc ça se fera directement depuis la DAPP. La transaction sera forgée depuis la DAPP pour envoyer depuis un smart contract de la sidechain Avalanche vers votre porte-monnaie à vous. Et ça vous garantira d'avoir aucune perte de LBC, de les acquérir en 1-1
sur la blockchain Avalanche. Alors j'ai juste une question, la migration vers AVAX se fait prochainement ou après le lancement du mainnet? Surtout pour ceux qui ont déjà acquis les 500 LBC de test, ça se passe comment? Peut-on en acquérir via AVAX? On va Alors expliquer vous ne ça perdez après, je rien de vos pense. 500 LBC, surtout qu'en fait, on est vraiment fiers, en fait, de la communauté qu'on a là, donc on va pas vous la faire à l'envers. Si vous avez réussi déjà, accompli les étapes, en fait, pour récupérer ensuite vos bonus de LBC, c'est pas parti en fumée. Par contre, il vous faudra quand même ces 500 LBC sur votre wallet AVAX parce que sinon, évidemment, ça a plus de sens. Et oui, vous pourrez en écrire avec du AVAX sur Pangolin. Évidemment, on pourra en écrire avec n'importe quelle autre paire, mais nous, on privilégiera d'abord la paire AVAX LBC parce que nous, notre but aussi, c'est qu'on ait des nodes validatrices qu'il nous faudra pour le subnet en fait, HLB. Parce que nous, en fait, si on veut pouvoir valider de façon décentralisée des transactions, il nous faudrait notre validatrice. Mais ça, on discutera de tout ça en détail dans un live dédié pour la migration sur Avalanche. Voilà, ce que je voulais juste présenter, c'est que derrière, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'aurez aucune perte de LBC. C'est un ratio 1-1, et tous ceux qui ont investi lors de l'ICO ou lors de l'IDO, du moins l'IDO de Uniswap, pourront récupérer intégralement leur LBC sur la nouvelle blockchain. Et surtout, évidemment, il y aura donc une DAPP, une application décentralisée, qui sera littéralement très simple, vraiment très simple. Comme l'a dit tout à l'heure Julien, c'est forgé littéralement dans la DAPP. Vous n'aurez pas d'erreur possible. Il faudra juste suivre les quelques étapes, et ce sera Ah bon. non, il n'y aura Tout pas sera de bien ex-data exécuté. ni rien du tout, Voilà. ce sera seamless. Il faudra appuyer sur des boutons. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer aux annonces, puisqu'en effet, on en a plusieurs, en tout cas, d'annonces à faire, tout simplement sur une feuille de route qui va être un peu plus, potentiellement un peu plus détaillée à partir de maintenant. Je vous laisse effectivement en prendre connaissance. Alors, petit problème de slide. Sizing. Hop. Parfait. Donc, concernant les annonces, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er octobre. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le 11 octobre, nous aurons le premier testnet sur Avalanche, sur le réseau de test qui s'appelle Fuji. C'est au même titre que Rinkeby pour Ethereum. Donc le réseau Fuji, techniquement, est déjà, a déjà été déployé. On l'a déjà testé sur Avalanche, donc tout fonctionne. C'est simplement que nous allons prendre le temps à la communication vis-à-vis de ce testnet. Nous allons continuer les cycles sur Inkeby jusqu'au 11 octobre, et à partir du 11 octobre, ce sera les cycles sur Inkeby seront terminés, et nous pourrons passer directement sur Avalanche, sur Fuji, le réseau de test. Pour vous rassurer, l'étape pour accéder au testnet Fuji est extrêmement simple. Extrêmement simple. C'est-à-dire que ce que vous faites d'ores et déjà au titre du testnet, en termes de participation, en termes voilà, de contacter les contrats, vous le faites grâce à MetaMask, sur le réseau justement que vous avez sélectionné Rinkeby. Il vous faudra simplement setup ce nouveau réseau Fuji, et ce sera exactement similaire. Il n'y a rien qui va changer. Ce sera simplement pour vous connecter en fait au réseau Fuji Avalanche. Et bien évidemment, Camille, notre community manager, a déjà travaillé sur des diapositives très simplifiées qui vous permettront d'y accéder. Donc ce que je vous propose, c'est d'en prendre connaissance du 11 octobre, et dès le 11 octobre, nous pourrons tous ensemble migrer pour continuer le testnet avec les améliorations que nous avons effectuées et que Julien a apportées sur les contrats, comme annoncé tout à l'heure, par rapport notamment à la RNG déterministe, par rapport justement aux participations, aux frais de gaz réduits justement pour les utilisateurs, à toutes ces solutions que nous avons pu trouver pour améliorer l'expérience utilisateur aussi. Toutes ces modifications seront apportées et seront disponibles pour le 11 octobre sur Fuji. Concernant novembre 2021, nous allons ouvrir la migration de Ethereum à Avalanche. Pourquoi il n'y a pas de date spécifique en novembre? C'est parce que, comme nous l'avons indiqué, déjà nous avons proposé une solution entre Polygon et Avalanche. Là, comme ça se porte sur Avalanche, nous allons effectivement, donc Julien va effectivement activement travailler et déployer tout simplement les contrats, les smart contracts sur Ethereum et sur Avalanche pour permettre ce bridge, pour permettre à ce bridge en fait d'opérer sur les LBC que vous allez envoyer sur smart contract sur la blockchain Ethereum, pour que le smart contract Avalanche vous renvoie vos LBC sur votre adresse qui sera communiquée. Mais ce sera ouvert à partir de novembre. Et cependant, il nous est nécessaire de clôturer cette migration, de terminer cette migration, et nous avons mis une deadline au 31 décembre. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est que nous aurons 2 mois et demi de testnet sur Avalanche, sur le réseau Fuji, et nous sommes convaincus
que nous pouvons lancer un mainnet 1.0, comme indiqué tout à l'heure, dès le 3 janvier 2022. Le 3 janvier 2022, le mainnet 1.0 sera disponible sur la sidechain Avalanche. Nous allons pouvoir vous expliquer ce qu'est la X-chain, la sidechain sur Avalanche sans aucun problème. La sidechain, concrètement, c'est pour contacter les contrats à l'intérieur de la blockchain Avalanche. Mais en effet, Attends, juste Tony, oui, pour vraiment, oui, pas faire de bien sûr, vulgarisation bien sûr. qui voilà. La sidechain, c'est vraiment une blockchain, hein. Bien Une sûr, blockchain parce qu'en fait, si tu veux, sur Avalanche, il y a des VM et celle qui a la VM EVM, en Primary Network, un des subnets des Primary Network et la sidechain, la contract chain d'Avalanche. Donc c'est pareil qu'Ethereum. Pour vous, ça changera rien, c'est juste que c'est sur un autre réseau. voilà, parfait. Et donc voilà, en tout cas, c'est pour annoncer officiellement une date pour le mainnet au 3 janvier. Et ensuite, pour la mainnet 1.5, effectivement, Julien a déjà brainstormé dessus. Une date extrêmement réaliste comment dire, nous semble pas opportun, en tout cas annoncée aujourd'hui. Cependant, pour Q2, c'est pas pour le deuxième trimestre 2022, petite typo, pardon. Pour le deuxième trimestre 2022, le mainnet 1.5 devrait être disponible sur le mainnet, pardon, sur Avalanche. Euh, je tiens aussi à ajouter, Voilà. à préciser, que l'IDO actuellement disponible sur Uniswap sera prochainement disponible sur Pangolin. Dès que nous allons passer effectivement, dès que nous allons ouvrir effectivement les migrations, nous allons pouvoir organiser tout simplement une IDO sur novembre et décembre euh, pour, comment dire, pour le jeton LBC. Euh, et grâce à Pangolin, forcément, vous aurez des fees qui seront beaucoup moins importantes que sur Uniswap. D'autant plus que pour novembre-décembre, à l'ouverture justement de la migration et à l'ouverture justement de l'IDO sur Pangolin, nous allons commencer une phase de communication pour justement préparer un mainnet réussi au 3 janvier. Donc c'était aussi pour vous annoncer un petit peu tout ça ce soir. Euh, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Est-ce que tu peux peut-être confirmer, Julien, de ton côté? Non, je pense que c'est bien peut-être ouvrir des questions-réponses. D'ailleurs, j'avais vu une question et je suis désolé, j'en ai passé à autre chose tout à l'heure. J'avais lu quoi? J'arrive plus à le trouver. Je me dis machin. Ah oui, c'était suite à ce que j'avais expliqué sur notre décision de partir. Enfin, si ça a impacté de partir sur Avax ou plutôt que Polygon. Nanardo29, je comprends sinon. Avez-vous regardé du côté L2 Arbitrum et c'est français? En fait, on en a vraiment regardé sur un L2, le L2 un peu le plus gros en ce moment, en optimistic rollup, parce que ça correspondait à un use case. Et on ne s'est pas trop penché sur les autres. On avait Optimism aussi, mais Polygon répondait un petit peu aussi à ce dont on avait besoin. Bien sûr. Alors, je vais me permettre tout simplement d'arrêter la vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Je parle bien de la vidéo. Le stream va continuer si vous avez la moindre question pour que nous puissions y répondre. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur les chats Telegram, sur Twitter et vous voulez pour le projet Unblockable. Merci à vous. Bonne soirée.